rapide présentation d'Aqua-Robotique. Attendez, on revient en arrière, oui. Non, on ne revient pas en arrière. Non. On va que de l'avant. Ni en avant, ni en arrière. Hein. Bon. Par là? Oui, attendez, dans ce sens-là. C'est pas grave, hein, on n'a peut-être pas besoin de slide, mais bon. Vu qu'on parle de robots, c'est bien que vous les voyez quand même, ça serait plus sympa. Non, mais ça marche pas. Okay. Allez-y, vous le faites. D'accord, bon, je vous dirai. Allez. Ça vous dérange pas? Bonjour à Allez-y. tous. Donc Jean-François Guiderdoni ou Guderdon, ça dépend où on se place du côté de la Méditerranée. Voilà. On est une entreprise qui a été créée en Corse et qui se développe beaucoup sur la Corse, mais surtout sur Aix-en-Provence. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des robots autonomes pour aller à l'intérieur des réseaux de distribution d'eau. C'est très innovant. C'est des choses qui sont destinées, en fait on est parti d'une problématique très simple, hein. On a beaucoup parlé de stress hydrique hein, et de problématiques d'approvisionnement et d'économiser, et généralement quand on se pose cette question-là derrière, il y a toujours le sujet qui arrive, oui, mais alors comment ça se fait qu'on perd 20% de l'eau dans la distribution alors qu'on en a tant besoin et qu'on essaie de la préserver. Et puis derrière ce sujet-là arrive le sujet des réseaux, puisque la raison principale de ces pertes, elle est liée en fait au mauvais état des réseaux de distribution, pardon, qui perdent effectivement 20%, et en France, 20%, on est plutôt des bons élèves. Hein. On parlait de l'Espagne qui fait beaucoup de réus, il y a des raisons. Hein. Ils perdent jusqu'à 40% de l'eau qu'ils transportent, et en Italie, on atteint des 50, des 55%. Voilà. Et donc, on s'est vraiment focalisé sur ce sujet-là, et en regardant un petit peu, on a découvert que les réseaux d'eau, en fait, les services de l'eau, donc comme M. Kosmalski le disait, c'est les collectivités qui ont cette responsabilité, et ils ne savent pas, en fait, réellement dans quel état sont leurs réseaux. C'est des réseaux qui ont été installés en moyenne il y a 50, 60 ans de ça, qui sont à 98% enterrés. Donc déjà, ils ont du mal à les localiser. Et second sujet encore plus important, ils ont du mal à savoir où et quand est-ce que je dois renouveler ou est-ce que je dois réhabiliter. Puisque si l'âge est un sujet, c'est loin d'être le seul en fait. Il y a énormément de facteurs qui font qu'un réseau peut être en mauvais état et peut casser. On peut avoir un réseau qui a 60 ans d'âge en très bon état quelque part et 2 km plus loin qui est complètement détruit par la corrosion. Donc la seule opportunité, c'est d'aller à l'intérieur du réseau et d'aller analyser, collecter de la donnée à l'intérieur. Seulement dans un réseau, alors dans le domaine de l'eau potable, il y a jusqu'à 20 bars de pression, jusqu'à 2 mètres secondes d'écoulement dans le réseau. Donc on est quand même sur des conditions assez extrêmes. Et on a développé donc une technologie unique d'un robot intelligent capable de se mouvoir à l'intérieur de ce réseau en fonctionnement et d'aller collecter toute une série de données. On peut passer. Alors normalement on ne devrait pas être là, parce que c'est vrai qu'on s'est basé sur les réseaux d'eau potable et servir les collectivités. Alors on reste quand même sur ce secteur, mais c'est vrai que l'opportunité de marché s'est trouvée, et l'opportunité parce que c'est des industriels qui nous ont contactés, qui nous ont dit mais nous aussi on a des vrais sujets. On a des vrais sujets encore plus compliqués que ceux des réseaux d'eau potable, parce qu'on a des pressions plus élevées, on a des eaux qui ne sont pas que de l'eau potable, l'eau industrielle ça peut être extrêmement varié, on a des eaux chaudes, des eaux très froides, mais on a les mêmes problèmes. Peut-être encore pire, on sait encore moins où se trouvent nos réseaux. Et puis on s'en est assez peu occupé pour être honnête, et puis on a des objectifs avec le plan eau, avec donc ces objectifs-là. Et donc on a commencé vraiment à s'intéresser aussi au monde industriel et à développer nos solutions et les orienter aussi pour le secteur industriel. Donc ce qu'il y a de vraiment très innovant dans ce qu'on fait, il faut bien réaliser en fait qu'on a gagné 3 prix d'innovation au CES en 2023, on a en France à peu près tous les prix d'innovation standard, on va dire, on les a eus, le IC Accelerator. Pourquoi? Parce que on est la seule machine actuellement intelligente qui va à l'intérieur d'un réseau d'eau en fonctionnement, tout simplement. Et ça laisse une ouverture à énormément d'éléments et de collecte de données à l'intérieur du réseau. Actuellement, c'est vrai qu'on s'occupe de ce qu'on appelle donc la gestion patrimoniale, donc aider des services de l'eau et des industriels à renouveler, réhabiliter précisément où il le faut et quand il le faut. Mais derrière, en fait, on est un capteur de données à l'intérieur d'un réseau en fonctionnement, ce qui ouvre des éléments importants pour le développement du jumeau numérique du réseau. Et tous les réseaux, tous les gros réseaux innovants, les gens comme Thames Water, Scottish, Vendéo en France ou le CEDIF, nous ont identifiés pour ça aussi. En nous disant, voilà, à terme, vous mettrez des robots en permanence dans le réseau, on les enverra, ils collecteront des données, ce qu'on a envie de collecter comme données, ils les remonteront et on saura exactement où sont les défauts, où sont les problèmes de performance. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est pas fini.
Aujourd'hui, vous en êtes où en termes de stade de développement? C'est une solution qui est mature, qui est développée dans beaucoup de sites industriels? Alors actuellement, c'est une solution qui va commencer à faire ses premiers pas dans les réseaux d'eau potable avec à Dunkerque d'ici 2 semaines en fait, en compagnie de Suez. Et on a, pour les 6 premiers mois, on a une dizaine de missions qui vont être déployées plutôt sur des réseaux d'eau potable. On a des premières demandes qu'on va regarder d'ici 8-10 mois avec des gens comme ArcelorMittal, par exemple, qui ont des demandes qui sont relativement proches de l'environnement eau potable. Voilà. Parce que je suppose que là, si on considère un réseau d'eau potable, vous disiez que les eaux industrielles sont de nature très diverse. Je suppose qu'en fonction de l'environnement dans lequel vous intervenez, de la qualité de l'eau, vous devez aussi adapter votre robot, presque pas à chaque type d'industrie, mais à des natures d'eau très très différentes. Oui, vous avez tout à fait raison. Ouais, il y a des niveaux de difficulté. C'est-à-dire qu'entre les eaux qui vont monter à 90-100 degrés dans des réseaux de chaleur et puis les eaux effectivement qui circulent par exemple dans les usines d'ArcelorMittal, il y a un niveau qui est plus proche de nous et beaucoup plus loin de nous. Donc on a énormément de travail dans ce domaine. Bon, on a un programme France 2030, là, InnovEau, qui est en attente justement, qui va être pour dédier spécifiquement des ressources pour le développement dans l'environnement industriel de notre solution. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous. Alors, malheureusement, je suis la personne très désagréable dans toutes les conférences, et ceux qui viennent régulièrement ici le savent. Je suis gardienne du temps et nous ne pourrons pas prendre de questions, mais on aura une pause de 10-15 minutes après les fournisseurs de solutions, donc je pense que vous pourrez leur proposer, poser un certain nombre de questions, mais je suis gardienne du temps. Deuxième fournisseur de solutions, c'est Monsieur Jean-Emmanuel Gilbert, cofondateur d'Aqua C'est, qui va nous présenter sa solution. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je peux juste passer la première slide. Moi je la vois, mais pas vous. Donc en fait, il y a une douzaine d'années, avec mon associé, on a pensé qu'il y allait y avoir une transition hydrique, de la même manière qu'il y a transition énergétique, pour différents aspects qui ont déjà été présentés dans les premières interventions. Donc on retrouve bien sûr l'anthropisation, la dégradation avec la problématique de la qualité. J'y reviendrai parce que c'est un point très important, notamment pour l'industrie. Le changement climatique, la surconsommation, un point très important que je vais ouvrir un petit peu, le coût global de l'eau, mais ce qui impacte avant tout nos clients, puisqu'on travaille principalement pour l'industrie, c'est la gestion des aléas et la volatilité. Voilà. C'est-à-dire que quand on est dans un système qu'on n'est plus capable de prévoir, investir, faire tourner, exploiter, ça devient très compliqué. Alors quand je parle de coût global de l'eau, c'est la partie que vous avez à gauche, c'est tout simplement parce qu'il y a une énorme erreur qui est faite dans généralement la comptabilité analytique, c'est que si vous allez voir un industriel de l'eau, alors des fois en plus la comptabilité, le comptable, comme ça a été dit tout à l'heure, qui répond à la question, et dans le domaine de l'eau, en fait on va avoir quoi? On va avoir les factures sur lesquelles il y a des mètres cubes, donc je vais avoir les taxes agences, etc., etc. Donc les gens nous disent, voilà, moi le coût de l'eau c'est j'en ai pour X euros du mètre cube. Alors c'est totalement faux. Parce que bien sûr, lorsque vous appuyez sur l'eau, vous appuyez aussi sur l'énergie liée à l'eau, les réactifs liés à l'eau, la capacité de travail liée à l'eau, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail. Si ça vous intéresse, on en reparle à la pause. En résumé, lorsqu'on fait une analyse vraiment du périmètre eau, coût global de l'eau, on arrive aux chiffres à peu près suivants pour l'industrie. Bien sûr, selon la taille du site, le secteur industriel et l'âge du site industriel, ce n'est pas exactement la même chose. Mais bon. On arrive à ce qu'on appelle, nous, le coût direct, approvisionnement, quelques euros le mètre cube. Le coût direct, c'est-à-dire l'énergie liée à l'eau, les réactifs liés à l'eau, etc., quelques dizaines d'euros le mètre cube. Et si on prend les coûts indirects, c'est-à-dire l'impact sur la capacité de production, etc., on est plutôt à plusieurs dizaines d'euros le mètre cube. Ça peut monter jusqu'à... Et Arkema a fait l'évaluation au niveau mondial en rajoutant les coûts induits, c'est-à-dire je vous enlève 20% d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent jusqu'à 1000 euros le mètre cube. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement incompris aujourd'hui. Sauf par les grands groupes qui ont commencé à travailler là-dessus. Et ça change énormément de choses sur qu'est-ce que l'eau dans l'industrie. Alors quand vous commencez à coupler les deux aspects, en fait, c'est-à-dire on rentre dans un monde où, pour le dire rapidement, c'est la fin du monde open bar, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand je voulais de l'eau, j'appelais Veolia, je lui disais, tiens, mets un traitement ici, il me produit de l'eau de qualité, ensuite j'ai des eaux usées, je les fais retraiter et tout se passe bien. Dans le milieu naturel en amont et dans le milieu naturel en aval, j'ai des soucis, je ne peux pas prendre autant et je ne peux plus rejeter autant. C'est-à-dire c'est ma capacité de production qui est impactée directement.
besoin. D'accord ? Et donc là, vous voyez que quand c'est la capacité de production qui est impactée, c'est plus du tout une utilité, en fait. C'est un des fondamentaux. Alors, par rapport à ce constat-là, nous, deuxième slide, le métier d'Aqua-C, en fait, depuis le début, ça a été non pas d'aller proposer des traitements pour mettre en amont et en aval de vos usages de l'eau, mais plutôt de dire, mais en fait, sur votre périmètre, qui fait quoi avec l'eau ? Eh bien, 99% des clients ne savent pas. C'est-à-dire que, en fait, à cause de ce que l'on voyait tout à l'heure, avec la production gère un peu l'eau, l'environnement gère un peu l'eau, la maintenance gère un peu l'eau, etc., etc., il n'y a pas de vision systémique, en fait, de qui fait quoi avec l'eau à l'intérieur d'un périmètre industriel. Donc, il n'y a pas d'analyse de performance, d'accord ? Que ce soit une performance économique, industrielle ou environnementale. Et donc, nous, notre métier, ça allait être d'aller faire des cartographies, donc vraiment, ce sont des interventions sur le terrain, qui vont être d'abord une sorte de diagnostic à partir des données qui sont déjà produites, éventuellement des cartographies, c'est-à-dire on va aller mettre de la métrologie là où il n'y en a pas de manière à produire des informations complémentaires. Et à partir de cette vision dynamique, on est en temps réel et c'est pour ça qu'on a développé en fait un outil d'analyse de données. On va commencer quantité et qualité, on va commencer à identifier tous les points d'amélioration, tous les points de risque sur la totalité du parcours de l'eau, c'est-à-dire qu'on a une vision systémique. Je vais prendre 2-3 petits exemples extrêmement rapides. Vous pouvez tout à fait faire ce qui est appelé la sobriété depuis le début de cette intervention, enfin de l'après-midi, la sobriété. Donc vous allez, parce que vous faites ici ou là des meilleurs réglages, vous allez réduire de 20-30% vos consommations d'eau et donc vous êtes content. Moyennant quoi, vous avez flingué votre station d'épuration parce que comme vous n'avez pas agi sur la charge de pollution, la station d'épuration, elle se retrouve avec des pics qu'elle n'est plus capable de gérer ou alors on est sorti de ses spécifs et ça ne marche pas non plus. Dans l'eau, vous ne pouvez pas, surtout en industrie, dissocier quantité-qualité. Vous ne pouvez pas non plus le faire par rapport à la partie amont. Nous avons des clients qui sont devenus non conformes en sortie, voire dans leurs produits finis, non pas parce qu'eux-mêmes émettaient des pollutions, mais parce que la pollution arrivait par l'eau d'approvisionnement, y compris dans l'eau potable. Ça a été mentionné tout à l'heure, vous avez l'eau potable, en fait, ce sont uniquement des critères administratifs. D'accord ? Donc on avait un client qui avait des non-conformités dans son produit fini pour une présence de polluants qui venait de l'eau potable. D'accord ? Donc du coup, voilà, nous, la stratégie d'efficacité hydrique, c'est d'aller faire des interventions qui sont extrêmement poussées sur qui fait quoi avec l'eau et comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Lorsque l'on fait ce type de cartographie, on va produire et exploiter énormément de données parce qu'on est sur des chiffres qui sont à la minute, pas simplement quantité-qualité, mais aussi tout le contexte, c'est-à-dire les opérations industrielles, le statut des installations, etc., etc. Et donc, pour pouvoir gérer tout ça, on s'est retrouvé à avoir l'obligation, quasiment il y a déjà 10 ans, de développer un outil d'analyse de données dédié en fait à l'analyse de performance de la gestion de l'eau. Et c'est ce que vous avez en fait ici. Donc bien sûr, c'est pas du tout pour faire du contrôle-commande, hein. C'est vraiment pour dire, ok, je fais du temps réel premièrement, mais aussi je fais de l'analyse de tous les historiques longs de données de manière à identifier justement ces points d'amélioration et de risque. Dans les dernières évolutions, on rajoute bien sûr tout type de modèles, des modèles comparatifs, prescriptifs et prédictifs. Et dernière slide. Eh bien, ce que je viens de vous présenter, on le fait depuis une dizaine d'années pour des très grands comptes industriels, c'est un peu notre cible, mais même aussi pour des systèmes complexes. Tout à l'heure, pour la partie du port autonome de Strasbourg, on était sur, si j'ai bien compris, 500 acteurs. Bon, ben, on travaille aussi sur des plateformes industrielles, notamment des plateformes chimiques, sur lesquelles il y a des très très gros acteurs, et surtout il y a plein d'interactions entre tous les acteurs, d'accord ? Et avec parfois une centralisation ou pas, en fait, de tout ou partie de l'eau. On a travaillé aussi, point non négligeable, je ne sais pas si ça apparaît là parce que ça n'apparaît pas là, on a commencé à travailler pour les fédérations professionnelles. Il y a un enjeu qui est de dire comment est-ce qu'on fait bouger un secteur complet. Donc on a accompagné France Chimie en 2023, là on a accompagné Périfem et là on va attaquer l'industrie de la santé. Et le deuxième point qui est non négligeable, c'est que justement cet outil de digitalisation de la gestion de l'eau, qui est sous la forme d'un SaaS, actuellement, il est déjà déployé dans 22 pays, 130 usines. On a signé un accord mondial de déploiement avec le groupe Nestlé Water, c'est-à-dire qu'on a digitalisé la totalité des parcours de l'eau sur toutes leurs usines d'embouteillage dans le monde. Ça fait 3-4 ans maintenant qu'on travaille pour eux. Et point aussi non négligeable, qui était mentionné tout à l'heure et qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les grands comptes industriels sont en train de mettre en place des plans mondiaux. Et là, on vient de signer un accord cadre monde avec le groupe Saint-Gobain,
Parce que ce type d'outils, comme les stratégies, en fait, non seulement ça répond à des besoins opérationnels au niveau des ateliers, au niveau des bâtiments, au niveau des services, au niveau du site, mais derrière, vous avez aussi le groupe qui, à l'échelle mondiale, dit, mais en fait, qui fait quoi avec l'eau dans mes usines? De manière à pouvoir faire remonter non seulement des indicateurs qui servent alors à la fois à la RSE, etc., mais aussi beaucoup d'indicateurs opérationnels en disant, OK, j'ai 10 usines qui fabriquent la même chose dans le monde, pourquoi est-ce que j'ai des consommations spécifiques qui sont complètement différentes? Il peut y avoir des bonnes raisons, il peut y en avoir des mauvaises. Donc voilà, nous, ce qu'on essaye d'adresser, c'est du besoin avec ce type d'analyse, du besoin le plus basique sur le pilotage des installations jusqu'à des opérations stratégiques. Voilà. Merci beaucoup. Alors ça va une question. Donc ce serait plutôt pour des grands groupes industriels, mais je suppose que vous êtes aussi parfois confronté à un problème d'accès à la donnée, c'est-à-dire à la fois pour cartographier la chaîne dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Ouais. On sait que les industriels ont parfois... Est-ce que vous apportez une solution justement pour aller trouver ces données manquantes et offrir cette vision exhaustive? Alors, donc là, on parle beaucoup, c'est un outil qui est un outil d'amélioration continue pour aller vers la performance, mais force est de constater que déjà, il n'y a même pas la maîtrise. Donc, on a vu avec Aqua Robotics, je suppose que tu as la même chose, nous, on a des clients, ils ont même perdu leur réseau. Donc, aller leur dire, on va étudier les données alors que vous avez même perdu votre réseau, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce qui se passe, c'est très problématique. Donc il y a tout un travail d'enquête en amont pour reprendre la main sur le système eau. Ça peut être au niveau des réseaux, ça peut être au niveau des capteurs. Il y a des capteurs qui... Bon, je redézoome. Une usine, c'est super sympathique, elle a été construite il y a 50 ans, elle est parfaite. Le problème, c'est que l'activité a évolué. On a rajouté des bâtiments, on a cassé des ateliers, etc. etc. Mais le système eau, il est resté le même. Pourquoi? Parce que c'est des tuyaux enterrés, ils ont un certain matériau, ils ont un positionnement, et les capteurs, ils correspondaient à l'ancien truc. Et donc là, il y a tout un travail en fait de remise à plat pour voir si effectivement ce qui avait été conçu probablement bien il y a X années est toujours pertinent aujourd'hui. Se pose ensuite la question, donc là c'est ce qu'on appelle nous la maîtrise des flux physiques, où passe l'eau, etc. Deuxièmement, la maîtrise des flux de données liés à ces flux physiques. Qui produit quoi comme données? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est centralisé? Est-ce que c'est fiabilisé? Est-ce que c'est exploité, etc. Et à partir de là, on commence à dire, OK, voilà, ça c'est les axes déjà de progrès sur la maîtrise des flux physiques, sur la maîtrise des flux de données. Et lorsqu'on arrive à une maîtrise de ça, à ce moment-là, on commence à dire, maintenant, on va faire de la performance. Voilà. Et alors, avec certains sites industriels, c'est un peu germinal, on part de très 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 loin et on a des clients qui au contraire nous disent voilà, on a déjà fait 50% de gains dans les 24 derniers mois, c'est le meilleur cas qu'on ait eu, donc ils nous ont envoyé dans la best in class sur leur site européen en nous disant est-ce que vous pouvez nous amener plus loin? Voilà, on a vraiment une gamme, mais la problématique de la donnée, elle est très importante dans le domaine de l'eau, très particulière parce qu'elle est en fait dispatchée dans plein de services. Ça c'est le plus gros problème. Voilà. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. d'être venu. Et la troisième présentation que nous allons avoir est Monsieur Jérôme Cellier, directeur des ventes de Nalco Ecolab. Je vous laisse commencer par une présentation de... Oui, bonjour à tous. Donc là, on va aller un peu à l'intérieur d'une usine. Alors, je vais détailler ici. Vous voyez, en fait, on a parlé des usines. Il y a de l'eau qui rentre des usines, il y a de l'eau qui sort, mais à l'intérieur de l'usine, il se passe beaucoup de choses pour l'eau, parce que vous voyez que selon les utilisations dont on va faire avec cette eau, il va falloir la transformer complètement avec de la filtration, des changements physico-chimiques de l'eau, etc. Donc l'eau, c'est quelque chose de complexe. Donc sur la partie, on va dire, traitement des eaux, Ecolab en fait, accompagne nos clients industriels à, on va dire, gérer toutes les parties de l'usine où l'eau est concernée. Donc l'entrée de l'eau dans l'usine, la sortie de l'eau de l'usine, mais aussi l'utilisation qui est faite par l'industriel en fonction de cette eau. Donc que ce soit du nettoyage, du chauffage, de la production de vapeur, etc. On peut passer peut-être directement sur le slide suivant. Donc, en fait, on a parlé tout à l'heure, donc ce qui a changé pour nous, traiteurs d'eau, effectivement, depuis la sécheresse en 2022, c'est qu'au niveau des industriels, on leur a demandé, effectivement, ils ont déjà fait beaucoup d'efforts, comme on en a parlé, mais on leur a demandé d'en faire encore plus.
Et en fait, on a parlé du plan eau et de l'accompagnement de 50 industriels qui consomment le plus d'eau, ça c'est très bien. Mais il faut savoir aussi que tous les industriels, globalement, ont reçu des lettres de la préfecture un peu moins sympathiques en leur disant qu'en cas de sécheresse, ils seront contraints de réduire leur consommation d'eau. Et ça, c'est dès que vous consommez 10 000 m3 d'eau par an, ce qui est globalement quasiment l'ensemble des industriels en France. Donc voilà, donc tout le monde est impacté. À partir de là, donc, comment fait-on? Puisque les industriels, on l'a dit, ont déjà fait beaucoup d'efforts depuis un certain nombre d'années. Vous aviez parlé tout à l'heure d'une brasserie qui utilisait dans le passé 10 litres d'eau pour faire 1 litre de bière, qui est descendu à 3 litres. C'est très bien, mais il va falloir encore faire plus, puisqu'on leur demande de faire plus. Donc comment on va faire? Alors, on a parlé du reuse aussi. Le reuse, c'est une solution, mais c'est très complexe. La personne de Veolia l'a dit, c'est très complexe à faire pour l'eau potable. C'est très complexe à faire aussi dans l'industrie. Donc, on accompagne les clients pour aller étape par étape. Donc d'abord, essayer de réduire. Oui, certes, il y a eu beaucoup de réductions qui ont été faites. Peut-on faire mieux? Certainement. On parlait de recherche de fuite. On vient de voir justement à l'instant Aquarobotics. Ce n'est pas encore présent dans l'industrie. Moi, je suis sûr qu'il y a un énorme potentiel pour l'industrie, puisqu'il y a des fuites aujourd'hui. C'est vrai, quand on fait des bilans eau, on voit l'eau qui rentre, on voit l'eau qui sort, et parfois il en manque. On ne sait pas où elle est. Donc il faudrait trouver. C'est déjà une des solutions les plus simples. Faire le mapping de l'eau, digitaliser, clairement c'est très important, ce qu'a dit Aquacé. Donc tout ça permet déjà de réduire. Après, une fois qu'on a vraiment optimisé, avant même de réutiliser l'eau traitée, on essaye aussi dans le process, et là je vous ai mis juste un exemple parce qu'il y en a beaucoup, mais dans l'industrie agroalimentaire, la réglementation qui vient de changer permet aujourd'hui aux industries agroalimentaires de réutiliser des eaux dans certaines applications alors que ce n'était pas possible avant. Donc pour ça, aujourd'hui, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, en tout cas en France, ça se faisait peut-être à l'étranger, mais il faut remettre donc en place des traitements spécifiques. En fait, l'idée, c'est de prendre une eau dans une partie de l'usine, qu'on a vu tout à l'heure, et de la retraiter simplement pour l'utiliser dans une autre partie de l'usine. Donc pour ça, vous avez un exemple d'installation qui utilise on va dire des procédés qui sont connus, mais qu'on va adapter spécifiquement pour l'industriel concerné. Et on va faire tout un tas de mesures aussi, puisqu'il n'est pas question non plus que les traitements qu'on va mettre en place créent de nouveaux problèmes, de nouveaux polluants. On a parlé des qualités d'eau tout à l'heure. Il n'est pas question non plus de recréer des problèmes derrière. Donc voilà un exemple par rapport à ici, mais il y a beaucoup de types de traitements qui sont existants comme ça. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc vraiment, l'accompagnement, on réduit, on continue à réduire, parce que si je reprends l'exemple de la brasserie tout à l'heure, on va dire la limite, ça serait d'utiliser 1 litre d'eau pour faire 1 litre de bière. Donc on a encore de la marge malgré tout. Peut-être qu'on se dit ça va pas être possible, certes. Peut-être que quand ils utilisaient 10 litres d'eau pour faire 1 litre de bière, je pense que la même chose, on disait ce ne sera pas possible d'arriver à 3. Mais il faudra de toute façon aller plus loin. On espère que tous les industriels veulent produire plus. On est en train de parler aussi de réindustrialisation de la France, donc il va falloir plus d'eau. Or, on n'en aura pas plus. Donc de toute façon, pour produire plus, il faudra produire plus avec la même quantité d'eau. Voilà. Et moins, oui. Et encore moins. Enfin voilà, en tout cas... Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je suppose que vous êtes déjà allé voir des industriels dans le domaine de l'agroalimentaire. Comment est-ce qu'ils réagissent à l'approche de cette solution? Est-ce qu'ils sont prêts à vous accompagner dans les phases de développement? En fait, ils sont demandeurs. Hein, donc, de toute façon, ils ont ces contraintes-là. Il y a quand même des contraintes derrière ce plan eau et derrière la sécheresse qu'il y a eu. Donc, ils doivent se préparer à quand on va leur dire voilà, demain ou le mois prochain ou cet été, vous devez réduire immédiatement de 20% votre consommation d'eau, il faut qu'ils soient prêts à le faire. C'est pas quelque chose qui s'improvise
en 2 jours. Donc ils nous demandent de les aider. Donc en fait, par rapport aussi à l'expérience qu'on a avec ce qui se fait déjà dans d'autres pays, qui était permis dans d'autres pays, qu'on peut reproduire ici en France maintenant avec la nouvelle réglementation. Voilà, on met en place des procédés, ou alors ça peut être aussi pas des procédés pilotes comme ici, voire une collaboration avec les services R&D quand le problème est vraiment très, très complexe, comme on est en train de travailler là sur quelques cas aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Pardon. C'est désormais au tour de Émilie Muller, chargée de recherche au labo génétique moléculaire génomique microbiologie de Strasbourg. Vous avez un micro ici. Non, on n'a pas de slide. Très bien. Oui. Émilie n'a pas besoin de... Alors... Bonjour à tous. Donc moi je suis chargée de recherche au CNRS, donc je suis quelqu'un qui fait de la recherche fondamentale, donc en termes de maturité de technologie, je suis très loin des 3 speakers d'avant. Et je suis microbiologiste de l'environnement. Alors comme ça, peut-être de prime abord, c'est pas évident le lien avec l'eau, et il va falloir que je fasse quelques petites introductions, et puis après vous verrez le lien hyper facilement. Du coup, microbiologiste de l'environnement, c'est-à-dire que je m'intéresse à comprendre les interactions entre les micro-organismes, pourquoi les micro-organismes colonisent certains environnements, comment ils interagissent les uns avec les autres et comment ils interagissent avec leur environnement. Et leur environnement, ça peut être un environnement pollué, ça peut être de l'eau qui est pleine de micropolluants par exemple. Et les micro-organismes ont des capacités uniques dans le règne du vivant. Par exemple, nous on respire de l'oxygène, certains micro-organismes peuvent respirer un polluant. Nous, on utilise du glucose ou des sucres pour source d'énergie ou pour faire de la masse animale. Et certains micro-organismes peuvent utiliser des polluants pour faire ça. Donc, c'est là que je m'intéresse plus particulièrement à ces micro-organismes dans le cadre d'outils de dépollution. Donc, l'innovation peut être... du coup, en faisant de la recherche, notre innovation, c'est être en front de science. Mais l'utilisation ou la compréhension de comment ces micro-organismes peuvent utiliser les polluants peut évidemment être utilisée à des fins de dépollution. Donc moi je place mes recherches principalement dans les eaux usées et les eaux de stations d'épuration, où les micro-organismes sont déjà depuis 100 ans que les stations d'épuration existent, la méthode de traitement des eaux usées. Mais ces micro-organismes ne sont pas capables de traiter l'entièreté des pollutions qui rentrent dans la station d'épuration. Et j'essaye de trouver dans mes recherches quels micro-organismes peuvent nous aider à abattre ces micropolluants et comment est-ce que ces micro-organismes tirent bénéfice des polluants pour vivre et comment nous on peut tirer bénéfice du fait que ces micro-organismes tirent un bénéfice de ces polluants. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Plein de choses. Du coup, la question ici de réduction d'impact de la réduction de consommation d'eau est moins un problème pour moi dans mes recherches, puisque en fait l'eau arrive, c'est de l'eau qui est déjà utilisée, elle arrive en station d'épuration, et la station d'épuration c'est quelque part la dernière frontière avant que les micropolluants retournent dans l'environnement. Donc on cherche à développer des solutions fondées sur la nature, en utilisant des micro-organismes qui pourraient être placés en dernière solution après le traitement des eaux usées pour abattre les micropolluants qui resteraient. Donc ça peut être des solutions un peu stand-alone ou des solutions qui seraient mises en deuxième ligne de traitement de micropolluants. Donc voilà un peu pour le contexte dans lequel je place mes recherches. Merci beaucoup. Et donc vous disiez c'est plutôt orienté recherche fondamentale. Est-ce que parfois vous êtes amené à avoir des liens avec les industriels pour orienter vos recherches en fonction de vos besoins, ou finalement il y a encore d'autres étapes après les travaux que vous conduisez pour transformer ça en aspect plus opérationnel entre guillemets? Alors de plus en plus on cherche à avoir des contacts avec les industriels. Évidemment, par exemple, quand on choisit les micropolluants sur lesquels on travaille, le choix peut être guidé par les problèmes de certains industriels. Donc, on cherche à avoir des contacts de plus en plus. Évidemment, pour nous, il faut aussi aller sur le terrain. Donc, sans contact avec les industriels, on n'arrive même pas à accéder à nos échantillons, à nos zones d'études.
Le développement de solutions, finalement, est souvent pris en main. C'est-à-dire qu'on va apporter les connaissances qui vont permettre de réfléchir ou de maturer une solution technologique. Mais finalement, le développement de solutions technologiques, en général, c'est plus dans nos mains. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous avoir partagé. Et le dernier participant, Monsieur Franck Boucher, président de Spuma, qui va nous expliquer ce qu'est Spuma. Je suis venu Bonjour, je suis venu en équipe avec Eric Branquet, notre inventeur de la solution Spuma. Alors, je vais vous parler de Spuma en quelques mots. C'est une start-up qui a été incubée par une société spécialiste de la dépollution des sols et des eaux, qui s'appelle Valgo. Et vous vous rappelez tous, je pense, de l'incendie du Brisol, fin 2019, où des semaines d'incendie ont fait que ces mousses à incendie qui contiennent beaucoup de PFAS ont répandu sur le site. Et nous avions un site avec des cuves importantes et nous avons stocké à quelques centaines de mètres de notre laboratoire de recherche des 10 000 mètres cubes d'eau impactée au PFAS, ce qui a donné lieu à un grand terrain de jeu. Et pendant 3-4 ans, Eric et son équipe se sont donnés à cœur joie. Qu'est-ce que c'est que les PFAS? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion-là, ce sont des molécules organiques, des polluants persistants. En gros, c'est des chaînes de carbone plus ou moins longues avec des atomes de fluor. Et elles ont la particularité d'avoir été inventées par nos industriels pour être très résistantes à la chaleur, étanches, on fait des vêtements d'étanchéité, anti-adhésifs, on en trouve dans les poêles Téflon. Bref, aujourd'hui, ce sont des molécules qui sont utilisées dans énormément de procédés industriels. Ce qui fait que leur stabilité fait qu'on les retrouve dans la nature un peu partout, on en retrouve même en Antarctique. Et si on prélevait quelques cellules chez vous ou chez moi, on trouverait des PFAS dans notre corps parce que bioaccumulation. Bioaccumulation, ça veut dire que derrière, perturbateurs endocriniens, générateurs de cancer, générateurs de problèmes de fertilité, donc un problème d'enjeu sanitaire assez vaste. Bien sûr, il existe déjà des solutions de traitement. Il y a un slide qui le montre, parce que nous, on avait fait des slides. Stéphanie, et donc les solutions existantes, disons qu'elles ne donnent pas entière satisfaction, elles ont toutes des limites. Il y a les solutions traitement par charbon actif, très classiques, mais ça va générer du déchet, ça laissera passer un certain nombre de PFAS, les chaînes courtes notamment. Des solutions par osmose inverse, des nanofiltrations, tout un tas de solutions qui existent, qui fonctionnent et qui ont un scope d'utilisation, mais avec des limites sur l'énergie consommée, sur les déchets, etc. Donc ce qu'on a voulu faire chez Spuma, c'est de se dire, ces PFAS, ils vont intéresser les rejets industriels, les stations d'eau urbaines, les nappes impactées, nappes d'eau qu'on peut être amené à consommer, les eaux de jus de décharge, ce qu'on appelle les lixivia. Donc il y a des catégories d'eau toutes différentes, avec des débits différents, avec des polluants à l'intérieur qu'on peut retrouver en plus des PFAS. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution qui soit un peu globale? Et donc la vocation de Spuma, c'est d'apporter une solution globale d'extraction, de traitement, voire de destruction des PFAS. Une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, bon, il y a tout un tas dans l'état de l'art de solutions qui existent, qui ne nous satisfont pas, très bien. On s'est rendu compte que la molécule des PFAS, enfin les molécules, parce qu'il en existe des milliers, ce qui rend évidemment la chose encore plus complexe, elle est certes vaillante pour l'industriel, mais elle aime bien coincer la bulle. Autrement dit, elle est à la fois hydrophile et hydrophobe, ce qui fait que on arrive il y a une forte affinité au niveau des bulles, à l'interface eau-air. Et donc, si on fait mousser, on va embarquer des PFAS. Effectivement, quand on fait mousser une eau pleine de PFAS, on fait une mousse, puisqu'elle agit comme un savon. Est-ce que c'est suffisant? Malheureusement, non. Alors, comment peut-on faire pour améliorer l'efficacité de l'extraction des PFAS grâce à cette technologie qui consiste à faire de la mousse? Et
la rencontre d'un pharmacien et d'un chimiste a fait que, et je vais laisser la parole à notre inventeur, l'inventeur du brevet Valgo, qui va expliquer un petit peu quelle a été sa trajectoire pour ensuite vous donner un petit peu plus de détails sur nos solutions technologiques. Alors oui, cette rencontre, elle amène à une réflexion autour d'un constat qui est celui de la distribution des PFAS dans le corps humain. Dit autrement, on peut peut-être passer sur le slide suivant. D'accord. Slide suivante. D'accord. La Donc suivante. un constat qui est celui de la distribution des PFAS essentiellement dans le corps humain. Vous savez, généralement, les polluants, les micropolluants se mettent plutôt dans les graisses, ont une affinité pour les graisses. Mais là, compte tenu de ce qui vient d'être dit, en tant que composé qui est à la fois polaire, apolaire, qu'on appelle amphiphile, on laisse de côté le mot un peu barbare, eh bien, il se distribue dans le sang et dans le sang sur une protéine. Et donc, en gros, 95% des PFAS que nous avons dans le sang, dans le corps et dans le sang sur une protéine. Et donc, partant de ce constat, c'est poser la question de savoir si on pouvait utiliser ce constat simple pour en tirer un enseignement. Et cet enseignement, ça a été de rechercher une protéine équivalente qui présente à la fois une affinité pour les PFAS, mais qui mousse. Donc ça fait l'objet d'un brevet. Alors pourquoi on présente ce schéma? Parce que, comme je viens de le dire, les PFAS, c'est un savon. Naturellement, lorsque vous mettez des bulles, pour diminuer l'énergie du système, les PFAS, qui ont une longue chaîne et une tête polaire, vont se mettre à l'interface des bulles et vont remonter en surface. Vous pouvez extraire progressivement les PFAS en faisant mousser, c'est-à-dire en injectant de l'air, mais au fur et à mesure que vous les extrayez, leur concentration diminue. Et pour arriver à des seuils très bas, on est obligé de recycler longtemps. Notre approche et notre molécule, notre protéine, notre bioadditif est complètement différent, dans le sens où les deux ont une affinité extrêmement forte. Dès lors que notre additif est mis dans l'eau, il forme comme une forme d'éponge moléculaire qui capte les PFAS. Et lorsqu'on ajoute de l'air, il crée une mousse très stable, sèche, avec des bulles de même taille, dites homométriques, en surface. Et pourquoi ça représente un avantage? Donc vous pouvez voir, il y a un brevet qui a été déposé et un certain nombre d'éléments comparatifs qui sont présentés, mais je ne vais pas m'y attarder. Une fois qu'on a récupéré la mousse, Franck l'a évoqué, on travaille sur un procédé de destruction des PFAS qui est complètement novateur, mais qui met aussi à profit cette caractéristique de ces PFAS à se mettre à l'interface des bulles. Donc on est vraiment dans une histoire de bulles, celle qu'a évoquée Franck. Alors, sur le dernier slide, pour mettre à profit cette situation de bulle, on a testé je bouge plus, voilà. On a testé des systèmes qui existent déjà dans l'industrie. Alors, de la flottation par air, on a testé des colonnes. Je ne peux pas tout décrire et surtout pas vous montrer les dernières colonnes parce que celles-là, quand bien même on a breveté, c'est celles qui vont être mises en application. On a encore des sujets de protection industrielle à régler. Mais si je dois terminer sur deux aspects, le premier, c'est celui du niveau d'extraction. C'est-à-dire que, vous le savez peut-être, certains PFAS sont plus aisément extraits que d'autres, notamment plus ils sont petits, plus ils sont mobiles, plus ils sont difficiles à capter. Et nous, au niveau des chaînes longues, on a un rendement de 100% avec des... Alors, c'est pas tout de dire 100% parce qu'il faut regarder la valeur résiduelle. On est inférieur au seuil de détection. En règle générale, on est inférieur à 0,1 nanogramme par litre. Dès lors qu'on présente des valeurs résiduelles aussi basses, ça montre la sensibilité de ce type de molécules. Aujourd'hui, les laboratoires proposent des valeurs, des seuils de détection des LOQ à inférieurs au nanogramme par litre. Et concernant les chaînes courtes, on a aussi de très bons niveaux d'extraction. Je ne peux pas tout dire, mais simplement que, par exemple, en jouant sur le gaz, on modifie l'acidité grâce à certains gaz. Et vous savez, une protéine, puisque c'est une protéine à un point isoélectrique, on peut changer sa protonation qui aide à l'extraction de certains composés. Dit autrement, on a acquis énormément de données qui nous permet aujourd'hui de nous projeter vers des unités qui vont probablement traiter le 100 mètres cubes assez rapidement et à terme résoudre certains problèmes qu'on trouve sur les stations d'épuration, notamment qui sont, d'après les études qu'on a pu faire, d'importants pourvoyeurs vers le milieu naturel de PFAS. Merci Eric. Donc où on est Spuma aujourd'hui? On démarre la phase d'industrialisation, autrement dit les pilotes et les essais d'équipements existants dans le commerce ont déjà été faits, donc on est capable d'adresser une solution au marché.
et on développe un outil qu'on souhaiterait en flux continu parce que la problématique des PFAS, c'est parfois on va traiter 10 mètres cubes heure, parfois 50, parfois 100, parfois 1000, voire plus. Et évidemment, ce ne seront pas les mêmes équipements et évidemment, on va se poser la question du coût de revient de tout ça. Parce que si on traite des millions de mètres cubes, il faut évidemment apporter une solution économique qui nécessite encore des travaux de recherche pour que les équipements qui aujourd'hui répondent à 50, 100 mètres cubes heure, plus demain répondent à 1000, voire plus. On en est là, on en est aussi, la France, enfin l'Europe a fait ses premières réglementations. Aux États-Unis, la réglementation est plus draconienne encore sur l'eau potable. Et donc on a signé des joint ventures pour continuer la recherche avec des biotech américaines de façon à trouver encore des additifs encore plus performants que celui-ci et essayer d'aller plus loin, toujours avoir une longueur d'avance. Le marché américain nord-américain étant un gros marché qu'on souhaite viser en plus du marché européen. Et enfin, on devrait finaliser, en tout cas on a bien avancé, la solution de destruction parce que Spuma souhaite adresser une solution évidemment d'extraction, il faut retirer les PFAS, de traitement et de destruction. Et on a bon espoir de finaliser tout ça dans le courant de 2025. Merci beaucoup. Merci.